Après avoir payé 5 000 € pour les frais de scolarité de ma sœur, je suis rentré à la maison pour trouver ma chambre vide. Maman a dit, ton travail est terminé. Sors d'ici, et m'a jeté un verre. Des semaines plus tard, mon père a commencé à m'appeler frénétiquement, parce que l'employé de banque comptait l'argent avec une efficacité bien rodée, pendant que je restais là, l'estomac noué. 5 000 €. Tout mon compte d'épargne, vidé en une seule transaction, mais c'était pour les frais de scolarité de ma petite sœur. Alors, j'ai ravalé mon anxiété et j'ai remercié la femme derrière le comptoir. J'avais fait des doubles gardes à l'hôpital pendant 6 mois, juste pour économiser cet argent. Chaque week-end, chaque heure supplémentaire, chaque prime de vacances, chaque centime que je pouvais gratter, tout allait dans ce compte. Mon dos me faisait constamment mal à cause des heures supplémentaires, et j'avais survécu avec des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuète plus de fois que je ne pourrais le compter. Les autres infirmières pensaient que j'étais folle, à prendre tous les services disponibles, mais elles ne comprenaient pas ma situation familiale. Ma sœur, Vanessa, avait été acceptée dans une prestigieuse université de l'autre côté de l'État. Elle avait travaillé dur pour y arriver, maintenant une moyenne parfaite tout au long du lycée, tout en participant au club de débat et en faisant du bénévolat à la bibliothèque locale. Quand sa lettre d'acceptation est arrivée, nos parents ont organisé un dîner de célébration qui a duré jusqu'à minuit. Je les avais regardés rayonner de fierté, prenant des photos de Vanessa tenant la lettre, et les postant sur tous les réseaux sociaux pour que leurs amis les voient. Mais quand le dossier d'aide financière est arrivé, il manquait de l'argent. Beaucoup d'argent. Mes parents se sont assis à la table de la cuisine avec des calculatrices et des tableurs, leurs visages s'allongeant de minute en minute. Le manque à gagner était de 5 000 €, rien que pour le premier semestre. J'avais offert mon aide sans hésitation. J'ai des économies, avais-je dit. Laissez-moi aider. Ma mère avait pleuré, en me serrant fort dans ses bras. Tu es une si bonne sœur. Vanessa a tellement de chance de t'avoir. Mon père m'avait tapoté l'épaule, ce qu'il faisait rarement. Nous te rembourserons, bien sûr, une fois que nous aurons réglé nos finances. Je ne m'attendais pas à être remboursé. Vanessa méritait cette opportunité, et je gagnais bien ma vie en tant qu'infirmière. Bien sûr, j'économisais pour déménager et avoir mon propre appartement, mais ça pouvait attendre. La famille passait en premier. C'est ce qu'on m'avait toujours appris. Le jour où j'ai remis l'argent, mes parents étaient fous de joie. Vanessa m'a serré dans ses bras, en promettant de me rendre fier. Elle m'a montré son attribution de chambre, son emploi du temps, tout. Son enthousiasme était contagieux, et pendant un instant, j'ai oublié mon compte en banque vide. Je serai la meilleure étudiante de tous les temps, avait-elle dit. Je ne gâcherai pas cette chance. 3 semaines plus tard, je suis arrivé dans l'allée après une garde particulièrement brutale de 12 heures. Mes pieds me lançaient, et j'avais des taches de café sur ma blouse, suite à un accident pendant le coup de feu de l'après-midi. Tout ce que je voulais, c'était m'effondrer sur mon lit et dormir pendant les 10 prochaines heures. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. Je suis entré péniblement, en déboutonnant déjà ma blouse tout en me dirigeant vers les escaliers. Ma chambre était au 2e étage, la plus petite pièce de la maison, mais c'était la mienne depuis l'enfance. Sauf que lorsque j'ai poussé la porte, ce n'était plus la mienne. Les murs étaient peints d'une couleur différente. Mes meubles avaient disparu. Mon bureau, ma bibliothèque, ma commode. Tout avait été enlevé. À leur place se trouvait un tapis de course, des poids et un tapis de yoga. Ma chambre d'enfant avait été transformée en salle de sport. Je suis resté figé sur le pas de la porte, mon cerveau luttant pour comprendre ce que je voyais. Ce devait être une erreur. Peut-être que j'étais si épuisé que j'étais entré dans la mauvaise pièce. Mais non, c'était bien ma chambre. Je pouvais encore voir la petite bosse dans le mur, là où j'avais accidentellement jeté une brosse à cheveux à 14 ans. La fenêtre donnait sur le même chêne que j'avais regardé pendant des années en faisant mes devoirs. Maman, ai-je appelé, la voix légèrement tremblante. Elle est apparue en haut des escaliers, s'essuyant les mains sur un torchon. Quand elle m'a vu debout sur le seuil de ce qui était ma chambre, son expression n'a pas changé. Aucune surprise, aucune culpabilité, rien. Oh, bien. Tu es rentré, dit-elle nonchalamment. Tes affaires sont dans des cartons au garage. Ton travail est terminé, Bonnie. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Quoi? Tu m'as entendu.
Son ton était plat, professionnel. Nous avions besoin de cette pièce. Tu as 26 ans. Tu devrais avoir ton propre logement depuis le temps, de toute façon. Mais je viens de vous donner 5 000 € il y a 3 semaines. Elle a haussé les épaules. Et nous en sommes reconnaissants. Nous les avons utilisés pour les frais de scolarité de Vanessa, comme tu le voulais. Maintenant, nous avons besoin de l'espace. Ton père veut une salle de sport. Le couloir semblait vaciller. Vous me mettez dehors? Maintenant? Ne sois pas dramatique. Tes affaires sont toutes emballées. Tu peux les prendre quand tu seras prête. Quelque chose de chaud et de vif est monté dans ma poitrine. Je vous ai donné toutes mes économies. J'économisais pour déménager, mais je vous les ai données pour Vanessa. Le visage de ma mère s'est durci. Personne ne t'a forcé. Tu as proposé, et franchement, c'est le moins que tu puisses faire après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, nourri, mis à l'abri pendant 26 ans. J'ai payé un loyer, les mots sont sortis, plus fort que je ne le voulais. Je vous ai donné 500 € par mois ces 2 dernières années. À peine assez pour couvrir les charges et la nourriture, a-t-elle rétorqué. Tu nous manges la laine sur le dos. Je pesais 55 kilos toute mouillée. Je ne mangeais presque rien à la maison car je travaillais toujours. Mais le souligner semblait inutile. Mon père est sorti de la chambre principale, l'air agacé par les voix fortes. C'est quoi tout ce bruit? Elle est contrariée pour la chambre, a dit ma mère, comme si j'étais une enfant faisant une crise pour un jouet. Nous t'avions dit la semaine dernière que nous faisions des changements, a dit mon père. Non, vous ne l'avez pas fait. J'en étais absolument certaine. Personne ne m'a rien dit. Eh bien, nous avions l'intention de le faire, a-t-il dit en agitant la main d'un air dédaigneux. De toute façon, tu es assez grande pour être seule. Nous avons été plus que généreux de te laisser rester aussi longtemps. Ma mère s'est approchée, les yeux froids. Tu devrais nous remercier de t'avoir donné un endroit où rester le temps que tu te mettes sur pied. Au lieu de ça, tu es là à te disputer. Typique. Je viens de vous donner 5 000 €. Et tu remets encore ça sur le tapis? Elle a attrapé un verre sur la table du couloir, mon père avait dû le laisser là plus tôt et me l'a jeté. Je me suis baissé instinctivement. Le verre s'est brisé contre le cadre de la porte, des éclats explosant sur le tapis du couloir. Un morceau a atteint mon bras, laissant une fine ligne rouge. Prends tes affaires et pars, a sifflé ma mère. J'en ai assez de ton attitude ingrate. J'ai regardé mon père, attendant qu'il intervienne, qu'il dise quelque chose. Il est resté là, les bras croisés, l'expression impassible. Mes mains tremblaient en descendant au garage. Effectivement, toute ma vie était emballée dans des cartons. Mes vêtements, mes livres, mes photos. Tout était entassé dans des conteneurs et empilé à la va-vite. Certains cartons n'étaient même pas bien fermés. Je pouvais voir mon pull préféré dépasser de l'un d'eux, probablement déjà sale à cause du sol du garage. J'ai fait 4 allers-retours jusqu'à ma voiture, chargeant tout ce que je possédais dans ma petite berline. Tout tenait, ce qui était encore plus déprimant. 26 ans de vie, et tout tenait dans une voiture compacte, avec même de la place en trop. Ma mère a regardé depuis le seuil de la porte pendant que je chargeais le dernier carton. Elle n'a pas offert son aide. Elle ne s'est pas excusée. Elle est juste restée là, les bras croisés, l'air vaguement agacé que je prenne autant de temps. Assure-toi de nous rendre ta clé, a-t-elle crié alors que je claquais le coffre. J'ai conduit jusqu'à un motel en périphérie de la ville et j'ai payé pour 3 nuits avec ma carte de crédit. La chambre sentait la cigarette froide et la couette avait des taches douteuses, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Ma prochaine paie n'arrivait que dans 1 semaine et demie. Assise sur le bord du matelas affaissé, je me suis enfin laissé pleurer. Pas de jolies larmes délicates, mais des sanglots laids, qui me secouaient les épaules et me laissaient à bout de souffle. Comment cela avait-il pu arriver? Comment étais-je passé d'avoir des économies et un logement à être sans abri en l'espace de 3 semaines? Mon téléphone a vibré avec un texto de Vanessa. C'était une photo d'elle et de ses nouveaux amis à un événement sur le campus, tous riant et tenant des gobelets en plastique rouge. La légende disait, l'université, c'est génial. La meilleure décision de ma vie. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pleuré encore plus fort. Les jours suivants ont été un tourbillon de panique et de pragmatisme. Je parcourais les annonces d'appartements pendant mes pauses au travail, mais tout exigeait le premier mois,
le dernier mois, et une caution de l'argent que je n'avais plus. Mes cartes de crédit étaient presque au maximum, à force de couvrir mes propres dépenses pendant que j'économisais pour mon déménagement. Je me suis confié à ma collègue Brenda, qui était infirmière depuis 20 ans et avait tout vu. Elle a écouté mon histoire avec son expression calme habituelle, puis a passé un appel. Ma cousine a un appartement en sous-sol, a-t-elle dit après avoir raccroché. Ce n'est pas luxueux, Bonnie, mais c'est propre et sûr. Elle te laissera emménager pour juste le premier mois de loyer si je me porte garante pour toi. 6 cents par mois. J'aurais pu l'embrasser. L'appartement était en effet basique, juste une chambre, une minuscule salle de bain, et une kitchenette qui était en réalité un coin avec une plaque chauffante et un mini-réfrigérateur. Mais il avait une porte qui se fermait à clé et un lit qui était le mien. J'ai emménagé ce week-end-là. Mes parents n'ont pas appelé, pas une seule fois. Aucun message pour savoir si j'allais bien. Aucune excuse, rien. C'était comme si j'avais cessé d'exister dès que j'avais quitté leur maison. Vanessa a appelé une fois, mais seulement pour se plaindre que sa colocataire ronflait. Quand j'ai essayé de lui raconter ce qui s'était passé, elle m'a interrompu. Maman a dit que tu étais dramatique à propos de la chambre. On peut se parler plus tard? J'ai un groupe d'études dans 10 minutes. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, en prenant encore plus de garde qu'auparavant. Non pas parce que j'économisais pour quelque chose de spécifique, mais parce que travailler signifiait que je n'avais pas à penser. Je n'avais pas à m'asseoir dans mon appartement en sous-sol et à me demander comment mes propres parents avaient pu me rejeter si facilement. 6 semaines ont passé. J'ai établi une routine. Travail, sommeil, répétition. J'ai remboursé mes cartes de crédit. J'ai fait des courses. J'existais. Puis mon père a commencé à appeler. Le premier appel est arrivé à 7 heures du matin, lors de mon jour de congé. Je l'ai ignoré, pensant que c'était un appel accidentel. Il a rappelé 1 heure plus tard, puis encore. Puis ma mère a appelé, puis Vanessa. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Finalement, j'ai écouté les messages. La voix de mon père était paniquée, complètement différente de son ton contrôlé habituel. Tu dois me rappeler immédiatement. C'est urgent. C'est à propos de Vanessa. Le message de ma mère était similaire. Rappelle-nous tout de suite. Nous devons parler de ta sœur. Le message de Vanessa n'était que des pleurs. Mon estomac s'est noué. Lui était-il arrivé quelque chose? Un accident? Était-elle blessée? J'ai rappelé mon père, les mains tremblantes. Il a répondu à la première sonnerie. Enfin. Où étais-tu? Au travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Vanessa va bien? Non, elle ne va pas bien. Elle a été renvoyée de l'université. Je me suis assise lourdement sur mon lit. Quoi? Pourquoi? Fraude académique, sa voix était amère. Elle s'est fait prendre à tricher à plusieurs examens. L'université a une politique de tolérance zéro. Elle est expulsée. La pièce a légèrement tourné. Vanessa, la parfaite et ambitieuse Vanessa, avait été expulsée pour tricherie. Il ne rembourse pas les frais de scolarité, a coupé la voix de ma mère. Elle devait être sur haut-parleur. Nous avons payé pour le semestre complet et elle n'a duré que 6 semaines. C'est 5 000 € de perdu. La compréhension s'est faite lentement. Vous voulez que je vous donne plus d'argent? Eh bien, quelqu'un doit payer pour ce gâchis, a claqué ma mère. Vanessa veut postuler dans d'autres écoles, mais elle aura besoin d'argent pour les frais d'inscription et devra payer des cours de préparation au test pour améliorer ses résultats. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ça a commencé par un petit rire, puis c'est devenu un fou rire complet, au point de devoir essuyer des larmes de mes yeux. Qu'est-ce qui est si drôle, a demandé mon père. Vous m'avez mise à la porte de votre maison il y a 6 semaines. Vous m'avez jeté un verre. Vous avez pris mes 5 000 € puis vous m'avez effacé de votre vie comme si je n'avais jamais existé, ai-je dit. Et maintenant, vous voulez plus d'argent. Il ne s'agit pas de toi, a dit ma mère froidement. Il s'agit de l'avenir de ta sœur. Ma sœur, qui n'a pas pu prendre la peine de rester au téléphone 5 minutes quand j'ai essayé de lui dire que j'étais sans abri. Tu n'étais pas sans abri, a ricané mon père. Ne sois pas dramatique. Je vivais dans un motel.
Ce n'est pas notre problème. Tu es une adulte. Tu as fait le choix de déménager. Ma voix est devenue très calme. Tu m'as mise dehors, maman. Tu m'as littéralement jeté un verre et tu m'as dit de partir. Tu déformes les choses, a dit ma mère. Nous avions besoin de l'espace. Toute personne raisonnable comprendrait ça. Une personne raisonnable m'aurait donné plus de 5 minutes de préavis après que je lui ai donné les économies de toute ma vie. Vas-tu aider ta sœur ou non, a interrompu mon père. J'ai regardé autour de mon minuscule appartement en sous-sol, les meubles d'occasion que j'avais achetés dans des friperies, le calendrier au mur où j'avais noté toutes mes gardes supplémentaires, les nouilles ramen empilées sur le comptoir de la kitchenette parce qu'elles étaient bon marché et nourrissantes. Non, ai-je dit simplement. L'explosion d'indignation de mes deux parents a été immédiate et assourdissante. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille alors qu'ils criaient tous les deux l'un sur l'autre, parlant d'obligations familiales, d'égoïsme, et de la façon dont je ruinais la vie de Vanessa. Quand ils ont enfin fait une pause pour respirer, j'ai parlé clairement. Je ne vous donnerai plus jamais un centime. Ne me contactez plus. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué leurs deux numéros. Vanessa a appelé depuis le téléphone d'un ami 20 minutes plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Comment peux-tu me faire ça, s'est-elle lamentée. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Tu as été expulsée pour tricherie répétée, Vanessa. Ce n'est pas une erreur. C'est une habitude. J'étais stressé. Les cours étaient si difficiles et tout le monde semblait savoir ce qu'il faisait. J'ai paniqué. Alors tu as triché. Je devais maintenir ma moyenne, sa voix est devenue défensive. Sais-tu à quel point c'est compétitif? Je ne pouvais pas me permettre d'échouer. Tu ne pouvais pas te permettre de tricher non plus, apparemment. Elle a émis un son de frustration. Tu es censé être de mon côté. J'étais de ton côté, Vanessa, quand je t'ai donné 5000 €. J'étais de ton côté quand maman et papa m'ont mise à la porte. Où étais-tu alors? Maman a dit que tu exagérais à propos de la chambre. As-tu seulement demandé ma version de l'histoire? Silence. T'es-tu seulement demandé où je vivais? Ai-je insisté? As-tu appelé pour prendre de mes nouvelles, ne serait-ce qu'une fois? J'étais occupé avec les cours. Les cours desquels tu t'es fait expulser pour tricherie. Arrête de le dire comme ça. Elle pleurait maintenant. Tu es si méchante. Ça ne te ressemble pas, tu as raison. L'ancienne moi t'aurait donné tout ce que tu voulais. L'ancienne moi pensait que la famille signifiait quelque chose. Ça signifie quelque chose. C'est pourquoi tu dois m'aider, Bonnie. Aide-toi toi-même, Vanessa. J'en ai fini. J'ai bloqué son numéro aussi. Les appels ont continué à venir de divers numéros. Des parents dont je n'avais pas entendu parler depuis des années m'ont soudainement contacté, tous avec le même message, je devais aider ma sœur parce que c'est ce que fait la famille. Ma tante Paula a appelé pour me dire que j'étais rancunière. Un cousin que je connaissais à peine m'a envoyé un long texto sur le pardon. Je les ai tous bloqués. Ce que personne ne semblait comprendre, c'est que je n'étais pas en colère. La colère aurait impliqué que je tenais encore assez à eux pour ressentir quelque chose de chaud et d'immédiat. Au lieu de cela, je ressentais une étrange sensation de clarté, comme si je me réveillais d'un rêve où tout avait été légèrement déformé, et que je pouvais enfin voir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Ma collègue, Jennifer, m'a prise à part un soir pendant le changement de service. Elle m'avait entendu parler à Brenda de la situation, par bribes. Puis-je te demander quelque chose? Jennifer s'est appuyée contre le poste des infirmières, la voix basse. Doutes-tu jamais de toi? Jean, te demandes-tu si tu es trop dur? J'ai considéré la question honnêtement. Parfois, généralement à 3 heures du matin quand je n'arrive pas à dormir. Mais ensuite, je me souviens de ma mère me jetant ce verre, et je me souviens qu'aucun d'eux n'a appelé pour voir si j'allais bien. Ça règle généralement la question. Jennifer a hoché la tête lentement. Ma sœur m'a volé une fois. Juste 200 €, mais quand même. Toute ma famille m'a dit de laisser tomber parce que c'est ce que font les sœurs. J'ai laissé tomber. Elle m'a volé à nouveau 6 mois plus tard, puis encore. Il m'a fallu perdre près de 3000 € avant de finalement couper les ponts. Le regrettes-tu? Pas le moins du monde. Elle s'est redressée, attrapant son sac. La seule chose que je regrette,
c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Certaines personnes voient la gentillesse comme une faiblesse. Elles prendront, et prendront encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de vous. Ces paroles sont restées avec moi pendant les semaines suivantes. J'ai commencé à prêter attention à des schémas que j'avais ignorés auparavant. Comment ma mère m'appelait sa fille responsable, mais seulement quand elle avait besoin de quelque chose. Comment Vanessa m'envoyait des textos quand elle voulait des conseils ou de l'argent, mais se taisait quand j'essayais de partager mes propres problèmes. Comment mon père me félicitait d'être peu exigeante tout en comblant Vanessa d'attention et de cadeaux coûteux. J'avais été tellement conditionné à accepter des miettes d'affection que je les avais prises pour de l'amour. L'appartement en sous-sol a commencé à ressembler moins à un refuge temporaire et plus à un sanctuaire. J'ai acheté des plantes pour le rebord de la fenêtre, des succulentes robustes qui pouvaient survivre avec un minimum de soins, un peu comme moi. J'ai accroché des œuvres d'art que j'avais achetées lors d'une vente d'étudiants au collège communautaire. Rien de cher, juste des pièces qui me faisaient sourire quand je les regardais. Brenda a remarqué le changement. « Tu te fais un nid douillet ?» a-t-elle observé un jour où je lui montrais des photos de mon petit espace. Je suppose que oui. Bien. Tu mérites un endroit qui te ressemble, Bonnie. J'ai commencé une thérapie à cette époque. L'hôpital offrait un programme d'aide aux employés avec quelques séances gratuites, et je me suis dit que je pourrais aussi bien les utiliser. Ma thérapeute, la docteure Monica Stevens, était une femme dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. « Parlez-moi de votre famille », a-t-elle dit lors de notre première séance. Je lui ai donné la version condensée, m'attendant à ce qu'elle suggère la réconciliation, ou du moins la compréhension. Au lieu de cela, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a dit « Ça a dû être terrifiant. » Quoi? Réaliser que les gens qui étaient censés vous protéger, en réalité, vous utilisent. C'est une trahison fondamentale, Bonnie. Ça ébranle toute votre compréhension du monde. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un reconnaisse que, oui, c'était grave. Oui, j'avais tout à fait le droit de me sentir blessé. Nous avons passé les séances suivantes à décortiquer mon enfance. De petites choses que j'avais écartées prenaient soudain une nouvelle signification. Comment on attendait toujours de moi que je garde Vanessa gratuitement, alors que mes amis étaient payés pour surveiller leurs frères et sœurs? Comment mes réussites étaient tranquillement reconnues, tandis que celles de Vanessa étaient célébrées bruyamment? Comment j'avais appris très tôt que le moyen le plus simple d'éviter les conflits était de me faire petite et utile. Tu es devenue la bête de somme de la famille, a dit la docteure Stevens, et ils en ont pleinement profité. J'aurais dû le voir venir. Pourquoi? Les enfants ne naissent pas en sachant reconnaître la manipulation. Tu as appris les règles de ton système familial et tu les as suivies. Le problème, ce n'était pas toi, c'était le système. Entre les séances de thérapie, j'ai commencé à tenir un journal. Rien de sophistiqué, juste un cahier bon marché où j'écrivais des souvenirs au fur et à mesure qu'ils refaisaient surface. La fois où j'avais économisé pour acheter une voiture, et ma mère l'avait empruntée pendant 6 mois, la rendant avec une transmission cassée. La fois où Vanessa avait ruiné ma robe préférée, et c'est moi qui avais été puni pour être trop attaché aux choses matérielles. La fois où mon père avait promis de venir à ma remise de diplôme d'infirmière, puis avait annulé à la dernière minute parce que Vanessa avait un récital de piano le même jour. Individuellement, ces incidents semblaient mineurs. Ensemble, ils peignaient un tableau clair d'une dynamique familiale où j'avais été constamment dévalorisé. J'ai aussi commencé à suivre mes finances plus attentivement. Voir les chiffres en noir et blanc était dégrisant. Au cours des 5 dernières années, j'avais donné à ma famille environ 26 000 euros. Un loyer qui était bien supérieur à ma part des dépenses du ménage, 12 000 euros en 2 ans seulement. Des prêts qui n'ont jamais été remboursés. Des cadeaux pour des occasions que mes parents ne m'ont jamais rendues. 26 000 $. J'aurais pu avoir un acompte substantiel pour une maison. J'aurais pu rembourser entièrement mes prêts étudiants. J'aurais pu voyager, investir, faire n'importe quoi. Au lieu de cela, je les avais donnés à des gens qui m'avaient mis à la porte sans un second regard. La colère qui m'avait manqué est finalement apparue vers le 4e mois de rupture. Elle venait par vagues, soudaines et intenses, généralement déclenchées par des choses aléatoires. Je voyais une mère et sa fille faire du shopping ensemble et je sentais une montée de rage. J'entendais un collègue parler d'un dîner de famille et je devais m'excuser pour aller aux toilettes. La docteure Stevens m'a assuré que c'était normal.
Le deuil n'est pas linéaire, a-t-elle expliqué. Et oui, c'est un deuil. Vous pleurez la famille que vous pensiez avoir. Le travail est devenu mon sanctuaire. Les autres infirmières ont remarqué que j'avais l'air plus légère, malgré les gardes supplémentaires. Brenda m'a interpellé pendant le déjeuner un jour. Tu sembles différente, a-t-elle observé. Différente en bien. J'ai coupé les ponts avec ma famille, ai-je dit. Elle n'a pas semblé surprise. Il était temps. Il t'exploitait jusqu'à la moelle. Tout le monde continue de me dire que j'ai tort, que je devrais pardonner et aider, de toute façon. Brenda a reniflé. Tout le monde peut s'occuper de ses affaires. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu souris maintenant. Avant, tu avais toujours l'air épuisé et stressé. Maintenant, tu as l'air fatigué par le travail, mais tes yeux sont plus clairs. Elle avait raison. Malgré le fait de travailler plus d'heures que jamais, de vivre dans un appartement en sous-sol et de manger des repas économiques, je me sentais plus libre que je ne l'avais été depuis des années. 3 mois après l'expulsion de Vanessa, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre toute attente, j'ai répondu. Est-ce la fille ingrate qui a abandonné sa famille? A demandé une voix de femme âgée. Qui est-ce? Ta grand-mère, la mère de ta mère. J'ai entendu parler de ton comportement égoïste. J'ai failli raccrocher, mais quelque chose m'a fait hésiter. Je n'avais jamais rencontré cette grand-mère. Ma mère était brouillée avec ses propres parents depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est intéressant, ai-je dit lentement, parce que je n'ai jamais entendu ma mère vous mentionner une seule fois en 26 ans. La femme est restée silencieuse un instant. Que veux-tu dire? Je veux dire que je ne savais pas que j'avais une grand-mère vivante jusqu'à maintenant. Ma mère n'a jamais parlé de vous, jamais. C'est ridicule. Elle a dû le faire. Jamais. Pas une seule fois. Je n'avais aucune idée que vous existiez. Une autre pause. Eh bien, ça, c'est intéressant. Nous avons parlé pendant 1 heure. Grand-mère Ruth, comme elle a insisté pour que je l'appelle, m'a raconté la dispute qu'elle avait eue avec ma mère il y a 30 ans. Ma mère avait emprunté de l'argent à ses parents pour démarrer une entreprise, puis avait refusé de le rembourser. Quand il lui avait posé la question, elle avait complètement coupé les ponts. Elle a dit que nous essayions de contrôler sa vie, a expliqué Ruth. Elle a dit que nous utilisions l'argent pour la dominer. Nous voulions juste être remboursés de ce que nous lui avions prêté. Le parallèle était si évident, que ça en aurait été drôle si ce n'était pas si triste. Ruth et moi sommes restés en contact. Elle vivait à 2 États de distance, mais nous nous appelions en vidéo chaque semaine. Elle était vive, drôle, et n'avait aucune tolérance pour les absurdités de ma mère. Ta mère a toujours été une preneuse, m'a-t-elle dit sans détour. J'espérais qu'elle avait changé, mais clairement non. Je suis désolé que tu aies dû la prendre à la dure, Bonnie. Grâce à Ruth, j'ai appris que j'avais toute une partie de ma famille que je n'avais jamais connue. Des cousins, des tantes, des oncles, tous tenus à l'écart à cause de la rancune de ma mère. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, choqués d'apprendre que j'existais depuis tout ce temps. Mon oncle, David, le fils de Ruth, était particulièrement outré. Ta mère a dit à tout le monde qu'elle était fille unique, a-t-il dit lors d'un appel vidéo familial. Elle nous a complètement effacés de sa vie, et apparemment de la tienne aussi. Rencontrer cette famille cachée était surréaliste. J'ai découvert que j'avais 3 cousines de mon âge qui vivaient dans des États voisins. Nous avons créé un groupe de discussion, partageant des mèmes et des nouvelles comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ma cousine Rachel était particulièrement facile à aborder. Elle travaillait comme enseignante et avait un sens de l'humour pince sans rire qui correspondait parfaitement au mien. Je n'arrive pas à croire que nous ayons manqué 26 ans d'amitié, a dit Rachel lors d'un de nos appels vidéo. Pense à toutes les réunions de famille où nous aurions pu faire équipe contre les parents bizarres. Vous avez des parents bizarres, vous aussi? Oh, ma chérie, a ri Rachel. Tout le monde a des parents bizarres. La différence, c'est que nous nous aimons assez pour les supporter. Elle m'a invité à lui rendre visite pour un week-end. J'ai fait les 4 heures de route jusqu'à sa ville, nerveuse à l'idée de rencontrer plus de familles en personne, mais Rachel m'a accueilli avec un énorme câlin et m'a immédiatement mise à l'aise. Nous avons passé le week-end à cuisiner ensemble, à regarder des émissions de télé-réalité terribles, et à parler de tout. Elle m'a parlé de son récent divorce, de ses difficultés avec son fils adolescent, de ses rêves d'écrire un jour un roman.
Je lui ai parlé de ma situation avec mes parents, m'attendant à être jugé. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête. Tante Margaret, c'est ta mère, a toujours été le mystère de la famille. Grand-mère Ruth avait ce regard chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom. Comme si elle était triste, mais aussi soulagée de ne plus avoir affaire à elle. Savais-tu que j'existais? Pas avant que Ruth ne nous le dise il y a quelques mois. Nous pensions que Margaret n'avait pas d'enfants, ou que si elle en avait, elle les avait gardés secrets de la même manière qu'elle nous avait gardés secrets. Rachel nous a versé plus de vin. Ruth s'est sentie très mal de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Elle a essayé de te chercher en ligne il y a des années, mais n'a rien trouvé. Ta mère a dû te tenir assez bien à l'écart des réseaux sociaux. J'ai pensé à la façon dont ma mère avait toujours insisté pour que je garde mes profils privés, comment elle m'avait découragé de poster des photos de famille. À l'époque, je pensais qu'elle était protectrice. Maintenant, je réalisais qu'elle m'avait caché de sa propre famille, probablement de peur qu'il ne me contacte et n'expose ses mensonges. Le fils de Rachel, Tyler, est rentré de chez son ami ce soir-là. Il avait 15 ans, tout en hauteur et en appareil dentaire, et il m'a fait un signe timide avant de disparaître dans sa chambre. Il traverse une phase où il prétend que les adultes n'existent pas, a expliqué Rachel. Mais il était excité de te rencontrer. Il trouve ça cool d'avoir plus de famille. La façon décontractée dont elle a dit plus de famille m'a serré la gorge. Ces gens m'avaient accepté instantanément. Sans condition ni attente. Dimanche, avant de rentrer chez moi, Rachel m'a tendu un album photo. Ruth voulait que tu aies ça. Ce sont des photos de ta mère quand elle était jeune, des réunions de famille, tout ça. Elle pensait que tu voudrais peut-être voir d'où tu viens. J'ai feuilleté les pages ce soir-là, dans mon appartement en sous-sol. Des photos de ma mère petite fille, édentée et souriante. Des photos d'elle adolescente, avec ce regard calculateur déjà dans les yeux. Des photos de matins de Noël en famille, de fêtes d'anniversaire, de remises de diplômes, toute une vie dont je n'avais jamais fait partie. Une photo m'a particulièrement frappé. Ma mère, peut-être âgée de 20 ans, tenant un bébé. Au dos de la photo, on pouvait lire « Margaret avec la fille de David, 1998 ». Elle avait l'air heureuse, naturelle, comblée avec un bébé dans les bras. Quelle que soit sa capacité à aimer, elle en avait clairement été capable une fois. Qu'était-il arrivé à cette femme? Ou avait-elle toujours été ainsi, et je ne voyais que la version soigneusement éditée à travers ces moments figés? J'ai appelé Ruth le lendemain pour la remercier pour l'album. Je voulais que tu connaisses ton histoire, a-t-elle dit. Ta mère a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, Bonnie. Mais ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas de savoir d'où tu viens. Tu as aussi de bonnes personnes dans ta lignée. Concentre-toi là-dessus. La famille que j'avais trouvée grâce à Ruth a commencé à m'inclure dans tout. Les vœux d'anniversaire, les plans pour les vacances, les mêmes aléatoires dans le groupe de discussion. Ma cousine Jessica m'envoyait des colis de sa ferme biologique, confitures maison, œufs frais quand je pouvais les récupérer, écharpes tricotées à la main. Mon oncle David appelait une fois par mois juste pour prendre de mes nouvelles, me demandant comment allait le travail et s'assurant que je mangeais correctement. C'était accablant au début. J'avais passé si longtemps à être celle qui donne sans recevoir que je ne savais pas comment accepter de l'aide sans me sentir obligé. La docteure Stevens et moi avons travaillé là-dessus en thérapie. Vous avez le droit de recevoir sans avoir à rembourser, Bonnie, m'a-t-elle rappelé. C'est à ça que ressemblent les relations saines. Un échange mutuel, pas des transactions. Mais s'ils sont juste gentils parce qu'ils ont pitié de moi? Agissent-ils comme s'ils avaient pitié de vous? J'ai pensé aux textos de Rachel, généralement des commentaires sarcastiques sur sa journée ou des histoires drôles sur Tyler. Au colis de Jessica qui arrivait avec des notes comme « J'ai pensé que ça te plairait », sans attente de remerciements ou de réciprocité. Aux appels de l'oncle David où il partageait ses propres difficultés et me demandait parfois mon avis. Non, ai-je admis, il me traite comme si je faisais déjà partie de la famille. Parce que c'est le cas. Vous n'êtes juste pas habitué à ce que famille signifie quelque chose de positif, a dit la docteure Stevens. Elle avait raison. J'avais été tellement conditionné à voir la famille comme une source d'obligation et de déception que l'affection sincère me semblait suspecte. Mais lentement, j'ai appris à lui faire confiance. Quand Rachel m'a invité à la pièce de théâtre de l'école de Tyler, j'y suis allé. Quand Jessica m'a demandé si je voulais visiter la ferme pour un week-end, j'ai dit oui.
Quand l'oncle David a proposé de m'aider à regarder des voitures d'occasion parce que la mienne faisait des bruits inquiétants, j'ai accepté. Ces gens étaient en train de réécrire ma compréhension de ce que la famille pouvait être. 6 mois après avoir coupé les ponts avec mes parents, j'ai reçu une lettre. Pas un email ou un texto, mais une vraie lettre physique livrée à mon appartement. C'était de mon père. L'écriture était tremblante, contrairement à son écriture précise habituelle. La lettre était courte. Ta mère et moi nous séparons. Le stress de la situation de Vanessa nous a fait réaliser que nous avons des valeurs différentes. Je déménage en Arizona pour le travail. Je veux que tu saches que je suis désolé de la façon dont nous t'avons traité. Je n'attends pas de pardon, mais tu mérites mieux. Ta mère m'a poussé à accepter ses décisions, mais ce n'est pas une excuse. Je t'ai manqué en tant que père. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 3 fois, cherchant le piège. La demande d'argent, la culpabilisation. Mais cela semblait sincère, juste un triste aveu d'un homme qui avait réalisé trop tard ce qu'il avait perdu. Je n'ai pas répondu. Peut-être que je le ferai un jour, mais pas encore. La blessure était encore trop fraîche. Vanessa a essayé de m'ajouter sur les réseaux sociaux sous un faux nom. J'ai reconnu son style d'écriture dans le message de demande d'amitié. J'ai refusé et j'ai rendu tous mes profils privés. Ma mère a apparemment dit à tout le monde que je leur avais volé de l'argent et que j'avais abandonné la famille. Les parents qui l'ont cru n'étaient de toute façon pas des personnes que je voulais dans ma vie. Ceux qui ont pris la peine de demander ma version de l'histoire ont eu la vérité, et la plupart ont été horrifiés. Ruth a été particulièrement féroce en me défendant. J'ai commencé à dire aux gens ce qui s'est réellement passé, m'a-t-elle informé lors d'un de nos appels. Ta mère n'aime pas ça du tout. 1 an après avoir quitté la maison de mes parents, j'ai été promue infirmière en chef. Cela s'accompagnait d'une augmentation substantielle et de meilleurs avantages. J'ai déménagé dans un vrai appartement, avec de vraies pièces et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. J'ai acheté des meubles qui ne venaient pas de friperie. J'ai recommencé à avoir un compte d'épargne. Brenda m'a aidé à célébrer avec un dîner dans un bon restaurant. Tu devrais être fier, a-t-elle dit en levant son verre. Tu as tout reconstruit à partir de rien. Pas de rien, ai-je corrigé doucement. J'ai eu de l'aide. Toi, Ruth, ma nouvelle famille, vous tous. Tu sais ce que je veux dire. Tes parents ont essayé de te briser, Bonnie, et tu ne les as pas laissés faire. Elle avait raison. Ils avaient pris mon argent, ma maison et ma foi en la famille, mais ils n'avaient pas pris ma résilience. Les appels du côté de la famille de ma mère ont fini par cesser. Vanessa a été acceptée dans un collège communautaire et, apparemment, elle s'en sortait bien. J'ai entendu ça par des rumeurs, pas parce que quelqu'un me l'a dit directement. Mon père a envoyé une carte de Noël d'Arizona avec une autre brève excuse. Je l'ai classée sans répondre. Ruth m'a invité à Thanksgiving avec sa famille. J'ai rencontré des cousins qui me ressemblaient, qui avaient des manières similaires, qui m'ont accueilli comme si j'avais toujours été là. C'était à la fois bouleversant et merveilleux. C'est ça, la famille, m'a dit Ruth alors que nous faisions la vaisselle ensemble après le dîner. Des gens qui sont là les uns pour les autres, sans tenir les comptes. 2 ans après ce jour terrible, où je suis rentré dans une chambre vide, j'étais épanoui. J'avais un travail que j'aimais, un cercle de vrais amis, et une famille qui m'appréciait vraiment. Mon compte d'épargne grossissait régulièrement. Je suivais des cours en ligne pour obtenir ma licence en soins infirmiers. Ma mère a essayé de me contacter une fois, en envoyant un message par l'intermédiaire d'un cousin éloigné. Quelque chose à propos du mariage de Vanessa et du souhait qu'elle y assiste. J'ai poliment décliné. Le cousin a insisté, disant que Vanessa était désolée et voulait renouer le contact. Si Vanessa veut s'excuser, elle a mon email, ai-je dit. Mais je ne suis pas intéressé à participer à une grande réunion de famille où tout le monde fait semblant que le passé n'a pas existé. Le message n'est jamais venu de Vanessa elle-même, juste d'autres demandes indirectes de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. La santé de Ruth a commencé à décliner quand j'avais 29 ans. J'ai pris des congés pour lui rendre visite, m'asseyant près de son lit d'hôpital et lui tenant la main. Tu es l'une des meilleures choses qui soit arrivée après avoir coupé les ponts avec ta mère, m'a-t-elle dit, sa voix faible mais féroce. Promets-moi de ne pas la laisser revenir par culpabilité quand je serai parti. Je te le promets, Ruth, ai-je murmuré. Je ne la laisserai plus me faire de mal. Bonne fille. Tu es plus forte que moi.
Je l'ai laissé me manipuler pendant des années avant de finalement fixer des limites. Tu l'as fait tout de suite. Je suis fier de toi, Bonnie. Elle est décédée paisiblement une semaine plus tard, entourée de sa famille. La famille qui m'avait accueilli, qui m'avait montré ce qu'était l'amour inconditionnel. Ma mère s'est présentée à l'enterrement. Je l'ai vue se tenir au fond, l'air plus âgé et plus dur que dans mon souvenir. Elle a essayé de m'approcher pendant la réception, mais mon oncle David l'a intercepté. « Tu n'es pas la bienvenue ici », a-t-il dit fermement. « Tu as exclu Ruth de ta vie. Tu ne peux pas te pointer maintenant et faire semblant de t'en soucier. » Elle est partie sans faire de scène, mais pas avant de me lancer un regard de pur venin. J'ai hérité d'une petite chose de Ruth. Pas de l'argent, mais des bijoux et des albums photos. Des photos de ma mère enfant, l'air heureuse avec ses parents. Des photos de réunions de famille auxquelles je n'avais jamais été autorisé à assister. La preuve de tout ce qui m'avait été volé. J'ai gardé les albums, mais je n'ai ressenti aucune tristesse pour ce que j'avais manqué. J'avais trouvé ma vraie famille, les gens qui se présentaient sans qu'on le leur demande, les gens qui célébraient mes succès et me soutenaient dans mes échecs. À 30 ans, j'ai acheté ma première maison. Rien d'énorme, juste une petite maison de 2 chambres avec un jardin. J'y organisais des soirées-jeux pour mes amis et des dîners de fête pour ma famille choisie. Les murs se sont remplis de photos de personnes qui m'aimaient vraiment. Parfois, les gens me posaient des questions sur mes parents. Au début, je donnais de longues explications. Maintenant, je disais simplement « nous ne sommes pas en contact » et je changeais de sujet. La plupart des gens comprenaient le message. Brenda a pris sa retraite, et j'ai hérité de son poste d'infirmière en chef principal. J'ai encadré les nouvelles infirmières comme elles m'avaient encadré avec un amour vache et une attention sincère. Plusieurs d'entre elles m'ont confié leurs propres problèmes familiaux, et j'ai essayé de leur montrer qu'il était possible de construire une vie sans que des personnes toxiques ne vous tirent vers le bas. J'ai entendu dire, par des intermédiaires, que Vanessa avait maintenant 2 enfants, que mes parents étaient des grands-parents qui adoraient leurs petits-enfants. Je n'ai rien ressenti à cette nouvelle, ni joie ni tristesse. C'étaient des étrangers qui vivaient leur vie, tout comme je vivais la mienne. Mon père a envoyé des lettres sporadiques au fil des ans. Chacune contenait une variante d'excuses et des nouvelles de sa vie en Arizona. Il s'était remarié. Il avait commencé une thérapie. Il avait réalisé à quel point ma mère l'avait contrôlé. Il comprenait si je ne lui pardonnais jamais. Je n'ai pas répondu, mais je n'ai pas non plus jeté les lettres. Elles sont restées dans une boîte dans mon placard, preuve qu'au moins un de mes parents avait fini par développer une conscience. Si cela valait quelque chose, je n'avais pas encore décidé. Pour mon 32e anniversaire, j'ai fait la fête avec des amis chez moi. Nous avons fait des grillades, joué à des jeux de société, et nous sommes couchés trop tard, en riant d'histoires stupides. En nettoyant après, j'ai regardé la vie que j'avais construite. La fille qui avait donné 5 000 € sans hésitation me reconnaîtrait à peine maintenant. Elle avait été si désespérée d'être approuvée, si convaincue que tout donner ferait que sa famille l'aimerait. Elle avait cru que le sang signifiait la loyauté, que les parents avaient toujours vos meilleurs intérêts à cœur, que les frères et sœurs restaient soudés quoi qu'il arrive. Je savais mieux maintenant. La famille, c'est ce que l'on construit, pas ce dans quoi on est. La loyauté se gagne par des actes, elle ne s'exige pas par obligation. L'amour vient du respect mutuel, pas d'un sacrifice unilatéral. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Contre toute attente, je l'ai ouvert. J'ai entendu dire que c'est ton anniversaire. Tes neveux demandent parfois après leur tante. Ne penses-tu pas qu'il est temps de laisser le passé derrière nous? La vie est courte. C'était signé, Vanessa. J'ai fixé le message pendant un long moment. Autrefois, cela m'aurait fait douter de moi. M'aurait fait me demander si j'étais trop dure, trop rancunière, trop froide. Maintenant, je me sentais juste fatigué. Fatigué des gens qui ne contactent que lorsqu'ils veulent quelque chose. Fatigué qu'on me dise de pardonner à des gens qui ne s'étaient jamais vraiment excusés pour ce qu'ils avaient fait. J'ai bloqué le numéro et supprimé le message. La vie était en effet trop courte. Trop courte pour la gaspiller avec des gens qui m'avaient montré exactement qui ils étaient. Trop courte pour continuer à attendre qu'ils deviennent la famille que je méritais depuis le début. J'avais cette famille maintenant. Ils étaient probablement encore au bar en bas de la rue, à continuer la célébration d'anniversaire sans moi. Je pouvais les rejoindre, ou je pouvais rester ici, dans ma maison paisible, entouré des preuves de mon indépendance durement gagnée.
J'ai choisi les deux. J'ai rangé ma cuisine, j'ai pris un moment pour apprécier tout ce que j'avais accompli, puis j'ai attrapé mes clés et je suis sorti pour retrouver ma vraie famille. Les gens qui avaient été là quand je n'avais rien. Les gens qui avaient célébré chaque étape importante sans se demander ce qu'ils y gagnaient. Les gens qui avaient prouvé qu'on pouvait construire quelque chose de beau sur les cendres de ce qu'on avait perdu. En conduisant dans les rues calmes, j'ai pensé à cette fille qui avait donné 5000 € avec tant d'espoir. J'aurais aimé pouvoir lui dire que ça allait faire plus mal qu'elle ne pouvait l'imaginer, que sa famille montrerait son vrai visage de la manière la plus cruelle possible. Qu'elle finirait seule dans une chambre de motel, se demandant comment elle avait pu tout comprendre si mal. Mais je lui aurais aussi dit qu'elle survivrait. Plus que survivre, elle s'épanouirait. Elle trouverait des gens qui l'apprécieraient vraiment. Elle construirait une vie remplie d'amour et de respect sincère. Elle deviendrait quelqu'un dont elle pourrait être fière. La douleur en valait la peine. La perte en valait la peine. Parce que laisser partir les gens qui vous blessent, ça fait de la place pour ceux qui vous aident à grandir. Je me suis garé sur le parking du bar et j'ai vu mes amis par la fenêtre, me gardant une place à leur table. Ils m'ont fait un signe quand ils m'ont aperçu, leur visage s'illuminant. C'était ça, la famille. C'était ça, mon foyer. Et je ne le tiendrai jamais pour acquis. Je suis entré pour les rejoindre, laissant mon passé exactement là où il devait être, derrière moi.